Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Évaluer la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région et surtout identifier les mesures qui peuvent être prises au niveau de la CEDEAO pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays subsahariens. Tel est l'objectif de la conférence régionale ouverte hier à Bamako par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, président en exercice de la CEDEAO. Vous écouterez le discours du chef de l'État à l'ouverture de cette rencontre de haut niveau. Et puis la citoyenneté entrepreneuriale était au centre des échanges entre les jeunes entrepreneurs togolais. C'était cette semaine lors du rendez-vous mensuel du jeudi Jose. Également dans l'actualité ce dimanche, le sacre de l'AS Togo Port. Il a remporté donc la deuxième édition de la Super Coupe du Togo et c'était face à Semassi de Sokodé lors de la séance de tir au but. À découvrir également dans ce journal. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Face à la menace terroriste, les États de la sous-région plaident pour une action concertée. Certains ont déjà payé un lourd tribut. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, président en exercice de la CEDEAO, a pris part hier à la conférence régionale sur la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. D'abord, les images de son arrivée hier à Bamako, la capitale malienne. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était donc là l'arrivée du chef de l'État en terre malienne pour prendre part à la conférence régionale sur la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et dans son intervention, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le chef de l'État Faure Gnazingbe, a lancé un appel à, je cite, « faire moins de discours, à agir plus pour venir à bout du terrorisme et ramener définitivement la paix non seulement au Mali, mais également partout où cette paix est menacée. » Fin de citation. Je vous propose à présent d'écouter le chef de l'État lors de son intervention à la conférence sous-régionale. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et président en exercice du G5 Sahel, surtout chers frères et chers amis. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames et messieurs les ministres, Excellences, monsieur le président de la commission de la CEDEAO, Excellences, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, Excellences, monsieur le haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine au Mali et au Sahel, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales en République du Mali, chers frères, je vais noter la présence de madame l'ambassadeur de France, de madame la gouverneure de Bamako, monsieur le maire du district de Bamako, mesdames et messieurs, chefs des administrations publiques et militaires, mesdames et messieurs les chefs de délégation à la conférence régionale, mesdames et messieurs les invités. Sur cette conférence qui nous réunit en ce jour, je vais plutôt essayer de vous dire un peu ce que je ressens. Chers frères, plusieurs fois quand nous nous sommes croisés dans les différentes réunions, que ce soit
à la CEDEAO, que ce soit à l'Union africaine ou à l'UEMOA, je n'ai pas manqué, comme mes autres collègues, de vous dire ma préoccupation par rapport à ce qui se passait dans le Nord Mali. Et à l'époque, nous ne pouvions qu'exprimer cette inquiétude et notre volonté d'apporter notre contribution à la recherche de la paix. Nous souffrions et nous souffrons encore de voir ce beau pays qui est riche d'une très grande histoire, de voir ces hommes et ces femmes du Mali vivre cette situation qu'aucun pays n'aimerait vivre. Et pourtant, au fond de nous-mêmes, nous savons que les Maliennes et les Maliens, avec à leur tête le président de la République du Mali, en vous-même, vous avez la possibilité de trouver une solution et de régler ce problème. C'est pour moi une conviction intime. Une conviction intime parce que dans la glorieuse histoire de votre pays, vous en avez vu d'autres. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes inscrits, parfois enfermés dans des mécanismes, comme on dit, de prévention, de gestion et de règlement de crise, qui parfois sont encombrés par les défauts inhérents à toute bureaucratie, puisqu'après tout, quelle que soit l'organisation, il y a des bureaucrates qui travaillent. Et face parfois à cette lourdeur, j'ai envie de dire et de crier, parlons moins et agissons plus. J'ai envie de dire à mes sœurs maliennes et à mes frères maliens que quand il y a un tel péril, plus rien ne compte qu'un sursaut national, qu'un sursaut salvateur pour libérer la mère patrie. Et vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut compter plus que de recouvrer l'intégrité du territoire, la souveraineté des institutions maliennes sur toute l'étendue du territoire? Sans ça, rien n'est possible. Mais avec cette solution, avec la paix recouvrée, tout devient possible. Donc tout doit passer après la libération du territoire. Nous avons tous nos pays qui sont ici, nous avons à un moment donné payé le sacrifice suprême à travers nos filles et nos fils. Mais ce qui reste dans nos esprits, c'est à quand la paix définitive. Alors j'aimerais dire que quel que soit le nombre de réunions qui seront organisées, que ce soit des sommets, des réunions d'experts, des conférences, je pense que deux conditions doivent être remplies. Et au risque de me répéter, je veux le dire. C'est d'abord l'union sacrée des Maliennes et des Maliens pour libérer la mère patrie. Et ensuite, que ceux qui viennent, nous qui venons vous aider, que nous n'ayons pas la prétention de mieux connaître votre pays et votre société que vous-même. Jamais il ne faut commettre cette arrogance, jamais il ne faut commettre cette erreur. Nous devons être respectueux des populations, du peuple malien, parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs, nul n'est à l'abri de ce qui arrive ici. Plus tôt nous trouverons la solution,
plus vite nous retrouverons la stabilité et le chemin du développement dans notre sous-région. Je vous remercie de votre attention. C'était donc l'intervention du chef de l'État, Forest Zimna Nyazingbe, président en exercice de la CEDEAO hier à la conférence régionale sur la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et après l'ouverture des travaux, le président de la République et son homologue malien ont procédé à l'inauguration du centre de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse créé par la CEDEAO avec le soutien des États-Unis. Et peu après le Mali, le chef de l'État s'est envolé pour le Sénégal, où il a été accueilli par son homologue Macky Sall. C'était à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Vous suivez donc là les images de l'arrivée du président de la République au Sénégal. Cette visite donc du chef de l'État en terre sénégalaise est axée sur la coopération régionale. Et lors de leur entretien à la présidence sénégalaise, les deux chefs d'État ont échangé sur la nécessaire impulsion que doit donner la CEDEAO à l'intégration régionale, une organisation que dirige actuellement le président Faure Gnassingbé. Il était également question de la coopération bilatérale. Les deux présidents entendent stimuler les échanges économiques entre leurs deux pays. Et également au Sénégal, le chef de l'État Forest Zimna Gnassingbé a rencontré son homologue burkinabé Roch-Marc Kaboré. Faisant d'une pierre deux coups, le président en exercice de la CEDEAO a réitéré au président burkinabé son ambition de faire de l'intégration sous-régionale une réalité. Les présidents Gnassingbé et Kaboré ont également évoqué la coopération et le partenariat entre Lomé et Ouagadougou. Autre actualité, le 24e numéro du Jeudi Jose, organisé chaque deuxième jeudi du mois par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges, a eu lieu cette semaine à Lomé. Réussite entrepreneuriale, entrepreneuriat citoyen et identité commerciale d'une entreprise, c'est le thème sur lequel ont porté les échanges. Une manière d'amener les jeunes porteurs d'idées d'entreprise à aller vers des initiatives promotrices de valeurs civiques et citoyennes. Des précisions avec Samuel Degbé et Clarisse Atikle. Près de 300 jeunes entrepreneurs issus de la région maritime ont pris part à ce 24e numéro de Jeudi Jose organisé par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges. Les communications ont porté essentiellement sur la promotion de l'esprit citoyen auprès des jeunes dans les initiatives entrepreneuriales. Il était surtout question de partage d'expériences et les responsables des produits de marque Champizo, Slickbag et de Balcode se sont soumis à cet exercice. Autour de nous, il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui l'État seul venir résoudre tous nos problèmes. Mais nous, en tant que citoyens, nous pouvons contribuer à la résolution de ces problèmes en entreprenant, en osant tout simplement. Et le message que je veux partager avec les jeunes entrepreneurs se base sur la codification internationale de leurs produits, services et adresses. L'entreprise a une déclaration internationale. Là, elle peut commencer par participer au commerce international pour pouvoir sécuriser ses produits à l'international, lutter contre la contrefaçon et sécuriser le consommateur où qu'il soit dans le monde.
La plateforme mensuelle d'échange Jeudi Jose a voulu surtout sensibiliser les jeunes sur les initiatives entrepreneuriales porteuses de mécanismes de protection de l'environnement et de l'assainissement, véhiculant des messages de citoyenneté. Le secrétaire général de la présidence de la République a salué cette initiative, preuve du dynamisme des jeunes et de leur mobilisation pour la promotion du secteur privé. Ce sont eux qui vont créer les entreprises qui demain vont être les champions et qui vont créer de l'emploi et de l'emploi dans un climat et dans un Togo en développement, un Togo apaisé, un Togo qui va être source de richesse pour le bien de tous les Togolais. Je leur ai fait remarquer que quand ils sont sur un marché, il faut qu'ils connaissent bien le marché et qu'ils connaissent bien le client. Il n'y a jamais de marché vierge. Donc s'ils sont sur un marché, il faut savoir quelles sont les attentes du client, qui est le client, s'ils ont déjà des produits, comment ils peuvent l'améliorer. Et un produit n'est jamais fini. Nous avons vu l'initiative de Civic Bag, nous avons vu l'initiative de Barcode, nous sommes en train d'entendre monsieur le producteur de Champizo. Voilà des initiatives d'envergure, mais qui peuvent toutes bénéficier de l'expérience des voisins, d'une meilleure connaissance du marché. L'autre conseil que nous leur avons donné, c'est de protéger leurs produits. Réussite entrepreneuriale, entrepreneuriat citoyen et identité commerciale d'une entreprise est le thème de ce 24e numéro de Jeudi Jose. Comme quoi, l'entrepreneuriat doit s'accompagner de l'identification du produit à travers une marque afin de lui conférer une place sur le marché international. Des éleveurs de bovins de la partie septentrionale du pays participent à une formation à Kara. Elle fait partie intégrante du projet Appui à la promotion de la production laitière bovine par l'insémination artificielle. Projet dont l'intérêt est de permettre à notre pays, le Togo, d'être moins dépendant des autres pays en matière de produits carnés et laitiers. Des précisions avec la correspondance de Nestor. Bonjour. De fortes dépenses sont faites chaque année au Togo pour couvrir les besoins en produits carnés et laitiers. En 2010, par exemple, les importations de viande et abats ont coûté en devises près de 5 milliards de francs CFA. La même année, les importations de lait et produits dérivés sont chiffrées à 4 milliards 600 millions de francs. Le gouvernement a envisagé à travers le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire de réduire la dépendance du Togo en ce qui concerne les produits carnés et laitiers en améliorant la productivité des effectifs bovins par le biais de l'amélioration de la race, des conditions d'élevage, de même qu'un meilleur contrôle de la qualité de ces produits tout au long de la chaîne de production, de collecte, de transformation et de distribution. Ainsi, il a été élaboré le projet promotion de la production laitière bovine par l'insémination artificielle au Togo, projet approuvé par l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Pour la mise en œuvre de ce projet sur le terrain, le Togo a sollicité l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. C'est la FAO qui a organisé cette formation à l'égard des éleveurs des régions centrales, Kara et Savane, impliqués dans le projet. En quoi va consister donc les activités sur le terrain? C'est d'abord d'explorer tout le pays pour voir l'état de l'élevage bovin, ce qui a été déjà fait. C'est de voir ces élevages bovins-là, lesquels répondent au minimum de critères pour être sélectionnés comme élevage pilote, ce qui a effectivement été fait également. Et donc ces élevages-là qui répondent aux critères minimums sont retenus pour les aider à harmoniser leur technique d'élevage et puis à respecter les conditions nécessaires pour pouvoir suivre ce programme d'insémination artificielle. Une première session a eu lieu à Palimé et a concerné les éleveurs identifiés dans les régions plateaux et maritimes. Politique intérieure à présent avec cette rencontre d'échange entre les cadres du parti UNIR, Union pour la République, section Kéran et les responsables locaux. La rencontre a essentiellement porté sur la situation sociopolitique du pays. Nestor Mozo. Point Foucault Cantonou, responsable des comités de base des mouvements d'appui de UNIR dans la Kéran, personne ressource. Ce sont ces groupes cibles que la coordination préfectorale, les cadres et les députés du parti ont rencontrés à Kanté.
les manifestations de l'opposition à travers le pays, les réformes que cette opposition réclame, le projet de loi introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement relatif aux réformes constitutionnelles, le prochain congrès du parti. Tels sont les points à l'ordre du jour de la rencontre. Le parti uni veut bien les réformes et ce n'est pas aujourd'hui. C'est plutôt les autres qui ne veulent pas. Ils veulent imposer leur volonté. Le vote à l'Assemblée le 19 septembre dernier a obtenu les 2/3 et du coup nous sommes donc conviés à aller au référendum pour obtenir l'avis de la population. L'intérêt, c'est de leur donner l'information, qu'ils sachent pourquoi on doit aller au référendum. Les dates prévues pour le congrès du parti, c'est les 28, 29, 30 prochains. Alors nous sommes venus dire à nos militants d'être prêts. On a un bureau du point focal préfectoral qui donc va se charger de constituer la délégation qui doit aller à ce congrès. C'est avec intérêt que les responsables à la base du parti UNIR ont suivi les orateurs. Ils n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Au-delà, ils s'engagent à porter les informations reçues à la base. La Constitution de 92 n'était pas totalement parfaite. Elle avait aussi ses imperfections qu'il fallait revoir. Maintenant, il y a eu une innovation qui concerne la limitation des mandats des députés, qu'on peut ajouter à la Constitution de 92, qui permet d'ouvrir les mandats aux jeunes qui sont là. Comme les cadres, nos cadres de l'Acquérant sont venus nous éclaircir. Nous aussi, on saura aussi comment éclaircir nos militants de la base aussi, de l'Acquérant. Surtout, nous avons eu vraiment d'amples informations. Sinon, tout ce qui s'est passé, on était dans le bleu. Ils nous demandent d'être vigilants, d'être sereins et de nous mobiliser en attendant le référendum à venir. Donc, ils nous ont prodigué de sages conseils. La coordination, les cadres et les députés UNIR Kéran ont invité les militants à la base à continuer par cultiver l'esprit de tolérance, de fraternité, afin de consolider la paix et la cohésion sociale. Idéaux chers au parti Union pour la République. La croissance économique en Afrique subsaharienne reste modeste au deuxième trimestre de cette année 2017. Elle tablait sur une progression de 2,6%. C'est ce qu'a indiqué le nouveau rapport d'Africa's Pulse de la Banque mondiale. Africa's Pulse recommande aux pays africains de revoir la qualité de leurs investissements et de renforcer non seulement les compétences des générations à venir, mais aussi celles de la main-d'œuvre actuelle. Les précisions avec Carmen Madji à Capo. Selon le nouveau rapport d'Africa Pulse de la Banque mondiale, au deuxième trimestre de cette année, les deux principales locomotives du continent, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont renoué avec la croissance après respectivement 2 et 5 mois de performance négative, entraînant dans leur sillage la croissance régionale. Par ailleurs, l'amélioration de la conjoncture internationale à la faveur notamment de la hausse des cours des produits issus des industries extractives et du retour des flux de capitaux a contribué à ce relèvement. Malgré des perspectives positives, selon le rapport, ces résultats sont insuffisants pour accroître le revenu par habitant en 2017. De plus, la région connaît une reprise à plusieurs vitesses. Dans les économies les moins tributaires des matières premières comme l'Éthiopie et le Sénégal, la croissance est restée globalement stable, toujours soutenue par les investissements dans les infrastructures et une meilleure productivité agricole. Les pays exportateurs des métaux profitent du redressement des cours internationaux sur fond de rebond de la production minière et des investissements. L'inflation globale a marqué le pas dans la région en 2017. La stabilité des taux de change et la hausse de la production vivrière ont atténué la flambée des prix des produits alimentaires. Les mesures d'ajustement budgétaire restées partielles n'ont pas permis de réduire significativement les déficits. Cette situation rejaillit sur l'endettement public toujours élevé. Les pays de la région doivent redoubler d'efforts pour remédier à l'insuffisance des recettes et maîtriser les dépenses afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. À terme,
l'Afrique subsaharienne devrait bénéficier d'une reprise modérée de l'activité économique avec une projection de croissance estimée à 3,2% en 2018 et 3,5% en 2019. Ceci compte tenu de la stabilité des cours des matières premières et de la hausse progressive de la demande intérieure. Mais les perspectives restent difficiles pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, contraints de s'ajuster à la faiblesse des cours du pétrole qui diminuent leurs recettes et augmentent leurs dettes. L'essor économique des pays de l'Union économique et monétaire UEMOA devrait en revanche s'accélérer, porté par de solides investissements publics, surtout en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le rapport constate également que la hausse de l'accumulation du capital s'est accompagnée d'une perte d'efficacité des dépenses d'investissement dans les pays dont l'économie est moins résiliente, contrairement à ceux où l'activité a bien résisté au choc. La plupart des pays devraient donc améliorer la qualité de leurs dépenses afin de les rendre plus efficaces et efficientes. Cela passe par deux arbitrages difficiles. Trouver le juste équilibre entre, d'une part, les investissements qui favorisent une hausse globale de la productivité, mais aussi l'inclusion, et d'autre part, entre les investissements axés sur les compétences de la population active d'aujourd'hui et ceux orientés vers la main-d'œuvre de demain. L'information de ce dimanche à l'étranger, c'est la confirmation du face-à-face Weah Boakai au second tour de la présidentielle au Libéria. Selon les résultats annoncés ce dimanche soir par la commission électorale, l'ex-star du PSG, George Weah, est arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix devant l'actuel vice-président Joseph Boakai. Le conflit couvert depuis des mois, les États-Unis ont mis leurs menaces à exécution en annonçant cette semaine leur retraite de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au motif qu'elle serait anti-israélienne. Et puis Israël a emboîté le pas aux Américains en annonçant également à son tour son départ de l'UNESCO. Comment peut-on expliquer ces décisions des États-Unis et Israël? Quelles conséquences ces retraits pourraient avoir sur la vie de l'UNESCO? Décryptage avec Augustin Kossi. Le multilatéralisme mis à mal au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Les États-Unis mettent leurs menaces à exécution et annoncent leur retrait de l'institution. Ils accusent l'UNESCO d'être anti-israélienne et lui reprochent d'avoir admis l'autorité palestinienne parmi ses États membres. Cette décision, selon Washington, n'a pas été prise à la légère. Il évoque des considérations financières et organisationnelles pour expliquer son retrait. Les États-Unis avaient déjà quitté l'UNESCO entre 1984 et 2003. Alliés d'Israël, ils avaient cessé leur contribution financière à l'organisation onusienne depuis 2011, suite à l'admission de la Palestine comme État membre. En juillet dernier, Washington avait très mal réagi lorsque l'UNESCO a inscrit la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie sur la liste du patrimoine mondial. Ville que les Juifs désignent sous le nom de tombeau des patriarches et les musulmans mosquée d'Ibrahim. Une décision qualifiée d'affront à l'histoire par les USA. Mais il continue depuis à siéger au conseil exécutif de l'UNESCO composé de 58 membres. Ce retrait ne sera effectif qu'au 31 décembre 2018 selon les statuts. Toutefois, ils conserveront le statut d'observateur. Une perte pour la famille des Nations Unies et un coup dur pour le multilatéralisme car les États-Unis font partie des membres fondateurs et sont un grand contributeur. L'universalité est essentielle à la mission de l'UNESCO pour construire la paix, la sécurité internationale face à la haine et à la violence par la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine. À quoi servirait-il le patrimoine mondial s'il doit diviser? Dans un monde globalisé, l'isolationnisme de Donald Trump peut-il aider les Américains à garder leur suprématie? Selon le département d'État américain, un statut d'observateur permettrait d'apporter la vision et l'expertise américaine sur certains dossiers importants, notamment la protection du patrimoine mondial, la défense de la liberté de la presse et la promotion des sciences et de l'éducation. Mais comment y arriver si à chaque fois le pays se retire des accords d'intérêt commun? L'accord de Paris sur le climat et l'accord sur le nucléaire iranien sont tous passés par là. Les États-Unis pourraient-ils évoluer et faire face aux enjeux de la mondialisation en vase clos?
L'institution onusienne regrette amèrement cette décision. Israël, défendu par les États-Unis, a salué cette décision et annonce à son tour son retrait de l'UNESCO. La France, quant à elle, déclare regretter la décision des États-Unis. Pour le pays, l'UNESCO a plus que jamais besoin d'un projet dans lequel tous les membres puissent se retrouver. La France saura-t-elle faire ce consensus? Son ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, élue à la présidente de l'institution onusienne ce vendredi, va-t-elle incarner cette idéologie? L'enjeu est plus que manifeste aujourd'hui, au moment où la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme appelle à forger de nouvelles réponses à long terme pour la paix et la sécurité dans le monde. Retour en page nationale avec l'actualité sportive de ce dimanche qui est marquée par le sacre de l'AS Togo Port qui a remporté cet après-midi le trophée de la deuxième édition de la Super Coupe du Togo. Le club des portuaires de Lomé est venu à bout de Semassi de Sokodé par 4 tirs à 3, temps réglementaire, 2 buts partout. Le résumé de cette finale avec Jean Kofi et Dédi. À l'épreuve des tirs au but que l'AS Togo Port a pu décrocher le trophée de la Super Coupe. Face à Semassi de Sokoré, les portuaires n'ont pas eu la tâche facile. Ils ont été rattrapés à chaque fois par les guerriers de Tchaoudjo prêts à rééditer l'exploit. Togo Port a trouvé le chemin des filets dès la 5e minute de jeu par Oulende-Kissimbo Abel. 4 minutes après, Denou-Koko obtient l'égalisation. Mais les Blancs sont parvenus à créer l'écart 2-1 à la pause grâce à Urosama Hakim. Un avantage conservé en deuxième période jusque dans les arrêts de jeu où Semassi égalise par l'entremise de Abdou Razak Koulibaly. À 2 buts partout, l'AS Togo Port plus réaliste transforme 4 tirs contre 3 et remporte ainsi la Super Coupe qui annonce la nouvelle saison sportive 2017-2018. Voilà, donc c'est sur cette joie des joueurs de l'AS Togo Port que se referme cette émission. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Adolphe Paka vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.